Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi. Pas d'annonce officielle sur le perron de l'Elysée. Non, nous avons pris connaissance en fin de matinée du remaniement par communiqué. Alors un petit point avant d'entrer dans le débat sur les entrants et les sortants. Damien Abad qui quitte le gouvernement, c'est pas vraiment une surprise. Olivier Véran nommé porte-parole du gouvernement, Marlène Schiappa de retour au gouvernement, le médecin François Braun nommé ministre de la Santé, Christophe Béchu qui remplace Amélie de Montchalin à la transition écologique. C'est le retour également de Clément Beaune nommé ministre des Transports, Jean-Noël Barrot qui hérite du numérique, Roland Lescure nommé ministre délégué chargé de l'industrie, Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois nommé ministre chargé de la ville et du logement. Êtes-vous satisfait de ce nouveau gouvernement? Vous dites non sur le compte Twitter de Sud Radio à 97%. Vous continuez de voter évidemment et puis surtout vous nous appelez pour réagir. On vous donne la parole ce soir. 0826 300 300, c'est le numéro du standard de Sud Radio pour débattre avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Jean Dorido et avec Jean-Christophe Gallien qui nous a rejoint, le politologue Jean-Christophe Gallien. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Gallien. Est-ce qu'Emmanuel Macron a tenu son engagement et il nous promettait un gouvernement d'action? Ouais, la définition du gouvernement d'action, on peut se poser la question de savoir si on n'est pas dans une formule très pléonasme, puisque finalement un gouvernement, c'est pas évidemment quelque chose qui a vocation à faire de l'inaction. On comprenait bien que la narration, c'était de dire, voilà, nous on a un programme, c'est le programme présidentiel, maintenant qui m'aime et aime ce programme nous suivent. Il a tendu la main, plusieurs mains d'ailleurs, les siennes et celles d'Elisabeth Borne, et puis ça n'a pas suffi, puisque finalement on se retrouve avec quelque chose qui est, en gros, la gestion de la majorité présidentielle. En réalité, on est dans la gestion du matériau composite de cette majorité présidentielle qui est une majorité relative à l'Assemblée nationale et qui est une majorité présidentielle évidemment aussi. Donc voilà, on n'a pas aucun souffle. Une confirmation, c'est la difficulté finalement d'aller au-delà, la volonté des uns et des autres qui se sont sauvés, on va dire, les partis politiques qui ont finalement repointé le bout de leur nez à l'occasion des élections législatives, qui avaient été quand même largement effacées pendant un certain temps, eh bien ont décidé, ou en tout cas collectivement et individuellement, surtout, c'est ça qui est intéressant, individuellement aussi, de résister aux sirènes de la coalition, en tout cas de l'association, même temporaire. Alors il espérait, le chef de l'État, convaincre la petite quarantaine de députés qui lui manque pour avoir la majorité absolue. Il comptait beaucoup sur ce nouveau gouvernement. C'est fichu ? C'est-à-dire qu'on a encore une fois la démonstration concrète de la difficulté de recruter. Et ça a été... On a eu une bataille narrative qui voulait nous amener dans cette histoire de l'association potentielle, de la coalition, puis ça s'est effondré petit à petit. Aujourd'hui, on en est à se dire qu'on va essayer de travailler au cas par cas, dans la bonne volonté. Pour certains, on appelle ça l'opposition réaliste. Pour d'autres, c'est un petit peu autre chose. Mais il y avait un sas de conversion qui était pourtant assez étonnamment rempli d'un certain nombre d'envies. Je pense à M. Rotner, à M. Estrosi, à M. Copé, à M. Jadot, même si officiellement les uns et les autres parfois pouvaient dire qu'il n'en était pas question. Et finalement, de ce sas de conversion, il n'est rien sorti de concret. Est-ce la volonté du président de la République et d'Elisabeth Borne, ou est-ce que c'était ces derniers qui ont hésité parce que la donne a changé? On est dans un contexte, encore une fois, très inconfortable de majorité relative. On n'est plus dans la domination. Et donc, voilà, on en sort avec quelque chose qui est très, très peu informant, sauf à dire, je vous le dis, que finalement... Est-ce qu'on n'est pas déjà dans l'après-Emmanuel Macron? Et c'est pas dire que pendant 5 ans, ça servira à rien, mais on est déjà dans un moment politique qui est ce plateau. Alors, j'entendais tout à l'heure le débat que vous aviez, et les deux avaient raison, c'est-à-dire que finalement, les deux exprimaient cette espèce de plateau d'incertitude, mais qui est aussi un plateau de tous les possibles pour un certain nombre de gens qui étaient éliminés jusqu'à présent, et surtout, la démonstration que l'époque du monde nouveau s'est arrêtée, et que la prise concrète nationale, je ne parle pas de l'international, d'Emmanuel Macron, elle s'est arrêtée, qu'on est déjà en train de préparer, et là, pour nul doute que c'est réel au sein même de la majorité, vers quelque chose de différent. Alors, qu'en pense nos voix? Est-ce qu'on est dans l'après-Emmanuel Macron, comme l'analyse Jean-Christophe Gallien, Philippe Bilger? Disons, on la prépare.
Il est clair que là où il me semble que si on veut bien analyser ce qui se passe depuis la réélection d'Emmanuel Macron, il me semble, et je me place de son point de vue, bien sûr, c'est que l'incroyable course de lenteur que j'évoquais tout à l'heure, qui a commencé après sa réélection, avec l'attente d'un Premier ministre, l'attente d'un gouvernement, et d'autre part la composition, pour rester gentil, relativement fade, voire totalement fade, de ce nouveau gouvernement, montre une volonté très explicite d'Emmanuel Macron de banaliser le petit séisme qui s'est effectué avec la majorité relative qui était contre toutes les majorités qui suivaient l'élection d'un président. Et donc on retrouve derrière tout ça la propension d'Emmanuel Macron de refuser de tirer toutes les conclusions de ce qui s'est passé lors des législatives, et de son point de vue, je le répète, il a tout intérêt à procéder de la sorte, à ne pas laisser montrer qu'il y a eu un tremblement de politique, si j'ose le terme, mais il faudrait que les oppositions réagissent vigoureusement sur ce plan-là. Ouais. Les oppositions, elles ont déjà réagi en refusant d'aider Emmanuel Macron sur le mode le roi est nu, et on n'aide pas Emmanuel Macron qui a un genou à terre, parce que si on aide Emmanuel Macron, c'est fini, on repart dans les sables émouvants, mouvant et émouvant, j'emploie ce mot, cet adjectif à juste titre, car voilà, Emmanuel Macron a cette capacité à un moment donné de vous entraîner avec lui, plutôt comme un boa constrictor qui vous étoufferait. Donc ils ont parfaitement compris le piège. Donc écoutez, les Français sont pas dupes, ils savent très bien. Après, il y a un grand mystère, je pense que ce gouvernement est replié sur lui, je pense qu'il est dur, je pense que quand on confie la gestion des dom-toms, parce qu'ils ont mal voté les territoires d'outre-mer, ils ont voté en grande majorité évidemment pour la NUP, mais quand on confie ça à la sécurité intérieure, au ministère de l'Intérieur, c'est un très mauvais signe. Quand on met Olivier Véran, personnalité clivante, cassante, très politique, mais cassante, porte-parole du gouvernement, quand on met Christophe Béchu, opposé absolument au mariage gay par exemple, assez réactionnaire et conservateur, à la transition écologique, on en voit des signes. Plus étrangement, je laisse ça, la réflexion à mon ami Galien, avec Galien bien sûr, et à Bigère et à Dorido. Moi j'aime bien, ça fait vraiment très belle réaction comme ça. Eh bien, ça fait super, ça fait le monde, la conf debout, tu vois. Je pose une question à l'Assemblée. Voilà. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé le soir du second tour. Le soir du second tour d'Emmanuel Macron, il y a quelque chose de sa victoire, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a cette espèce de discours très mou, nullissime, complètement médiocre. Il y a cette arrivée avec des enfants, on ne sait pas d'où ça sort. Et depuis, comme s'il y a quelque chose qui s'était cassé en fait, depuis, tout ce qu'Emmanuel Macron touche, il le transforme en plomb. Absolument tout. Que ce soit... On parle d'un président... presque dépressif, alors il faut faire attention aux éléments de langage qui sont envoyés pour l'humaniser. Mais on parle de quelqu'un qui alterne la colère au moment d'abattement. Moi, je ne sais pas ce qui a déraillé dans sa tête, quel est le syndrome du deuxième mandat, ou je n'en sais rien. En tout cas, depuis sa réélection, depuis ce dimanche 24 avril, en gros, tout ce qu'il fait, il le fait mal. Ouais. Jean Dorido. Non, mais c'est il n'a plus la baraka qu'il avait pendant 5 ans. Non, c'est une psyché. Il y a quelque chose qui est cassé, mais je ne sais pas où. Jean Dorido. Il a eu ce qu'il voulait, prioritairement la réélection, et maintenant il est fatigué. Alors, Jean Dorido. Oui, le terme de fatigue semble assez juste. C'est vrai que la start-up nation a du plomb dans l'aile. Je rejoins Françoise. Dès ce discours très étonnant, le soir de sa réélection, il était arrivé la première fois en majesté, la pyramide du Louvre, vraiment, on sentait qu'il était. Puis je pense que les Français à l'époque, quand même, ils croyaient cette espèce de justement de disruption, de dégagisme, de dire allez, on va les vieux politiques, c'est bon, on va tourner la page, on va avoir des jeunes qui viennent de la société civile. Ça a été quand même extrêmement décevant. On a vu notamment la crise des Gilets jaunes, qu'on a vu quand même, il y avait toute une France, vraiment. Mais vous êtes psy. Ce soir-là, vous sentez pas qu'il y a quelque chose qui se casse? Est-ce qu'il n'a pas voulu mettre un peu d'humilité dans cette réélection qui finalement
il y avait c'était pas le Louvre. C'est le psy qui le dit, bien malin, celui qui peut savoir ce qui se passe dans la tête du président. Pour autant, c'est un fait qu'on sent que c'est quand même très très mou. Puis c'est très lent. Philippe Bilger a raison quand il parle de course à l'immobilisme, à la lenteur. Quand même, c'était très long d'avoir un premier ministre, enfin une première ministre. Ça a été très très long. Il n'y a pas eu de campagne législative avec du coup des résultats calamiteux. C'était une stratégie perdante. Et du coup, j'ai une question pour Jean-Christophe Gallien. Monsieur Gallien, exactement. C'est malgré tout, lui qui est politologue, quand on voit la composition de ce gouvernement, est-ce qu'on peut espérer quand même de bonnes négociations, je dirais, puisque là, il va falloir aller chercher les voix au Parlement, projet par projet, pour réussir quand même à gouverner le pays. Et d'après votre expertise de politologue, est-ce que vous pensez que c'est plutôt bien parti ou pas ? Et surtout, pourquoi ? Quels sont les éléments qui pourraient permettre d'être soit optimiste, soit au contraire pessimiste ? Jean-Christophe, répondez d'abord à ma question, s'il vous plaît. Soyez sympa sur la psychologie de Macron. Alors, il nous reste une petite minute 30 sur la psychologie de Macron et la question de Jean Dorido, Jean-Christophe Gallien. Sur les deux aspects. Le premier niveau, c'est, je pense que dès le soir même, il sait qu'il a un deuxième mandat et qu'à moins d'un changement constitutionnel, il n'aura pas de troisième mandat. Et donc, il y a évidemment un vide qui s'ouvre devant lui parce qu'il est par définition tout à fait au courant du fait que, ça y est, son temps est paradoxalement déjà dans l'inscription du passé. Donc, il faut qu'il invente autre chose. Et aujourd'hui, il ne sait pas le faire. Il y a une petite mort. Sauf à l'international où c'est véritablement, j'insiste, et je le dis, je profite du fait qu'on soit quand même sur les ondes de Sud Radio pour lui dire qu'il doit réincarner quelque chose. Son salut se trouvera dans la relation au-delà de la Méditerranée à l'Afrique, et réellement très concrètement. Je suis d'accord avec Sur le deuxième point, il est très attendu, et je pense que lui devrait comprendre cette main qui est tendue depuis le continent. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, c'est pas politologue là pour le coup, c'est plutôt en rapport à ce qu'on fait dans les campagnes, et notamment dans la gestion de l'après-campagne, notamment dans les terrains parlementaires. Ça va être très difficile. Et je ne suis pas certain qu'il soit outillé en termes humains, si vous voulez, pour le réaliser. Je ne suis pas certain que le nouveau ministre des Relations avec le Parlement soit suffisamment armé en capacité d'influence pour réussir à faire ça. Et deuxième point, on va sentir s'il est capable de faire ce qu'il a fait jusqu'à présent, pour le coup, d'inventer une capacité, non pas d'acheter, si vous voulez, c'est pas un gros mot, c'est de donner du mou à ce moment-là, où est-ce qu'il est vraiment dans quelque chose qui, à mon avis, est peut-être ce qu'il a choisi, c'est-à-dire à la faveur sur les comptes, la macroéconomie va s'améliorer. Par contre, sur le terrain des comptes de l'État, je ne parle pas de ce qu'on aura dans nos poches à nous, mais de jouer le fait qu'il aura tendu la main, et de tirer la ficelle jusqu'au bout, jusqu'au moment où il peut prendre le risque, lui aussi, de casser ce mandat parlementaire et d'aller vers quelque chose qui soit une rupture. Sinon, sur le plan national, ça va être très compliqué. C'est une lente mort politique au sens du président. Ça dissout très vite. Merci Jean-Christophe Gallien, merci pour votre analyse, vos éclairages. On va se retrouver dans quelques minutes et on poursuit le débat avec vous au 0826 300 300. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau gouvernement ? Est-ce que vous êtes satisfait de ce nouveau gouvernement ? Si on en croit Twitter et YouTube, la réponse est non. Non à 96%. On se retrouve dans quelques minutes avec Françoise Degois, Jean Dorido et Philippe Bilger. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi. C'est la suite des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Jean Dorido, Françoise Degois. On poursuit encore pendant quelques minutes notre débat. Êtes-vous satisfait du nouveau gouvernement ? Remaniement qu'on a appris en fin de matinée par communiqué. C'est la question que l'on vous pose et vous répondez non à 97% sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez évidemment pour réagir au 0826 300 300. Évidemment, à chaque remaniement, il y a les traditionnelles passations de pouvoir. Il y en a eu aujourd'hui. Elles doivent continuer jusqu'à demain matin. Un petit mot, Françoise Degois, sur ces passations de pouvoir. Un peu tristes. Et vinaigres. Elles sont pas simplement tristes, elles sont vinaigres. Elles sont pisse vinaigre, vous voyez. Bon, alors il y a Brigitte Bourguignon qui pleure, la ministre de la Santé. C'est alors ça que moi, ça m'a beaucoup touché parce que, en plus, c'est une professionnelle reconnue et c'est vrai que, franchement, 2 mois et puis s'en va. Vous savez, Brigitte Bourguignon, il a manqué 40 voix. Ça veut dire que si Emmanuel Macron, et c'est ça qui court maintenant dans les députés de la majorité, c'est que si Emmanuel Macron, c'est ça, Philippe, avait
un peu mouillé sa chemise, il aurait sa majorité absolue. Vous auriez une quarantaine de députés ensemble qui auraient pu repasser. Brigitte Bourguignon, elle part à 40 voix. Donc voilà. Et puis, le côté pisse-vinaigre, moi, j'ai trouvé la passation entre Olivia Grégoire et Olivier Véran. Non, mais elle n'y a pas été avec le dos de la cuillère. Je l'ai sentie très cassante. Elle avait raison, d'ailleurs. Et elle avait tout à fait raison. Ça m'a fait marrer parce que personne ne comprend la blague du coq. Vous savez, le fameux coq qui est la mascotte. Et il y a un coq qui est une mascotte du ministère du porte-parole du gouvernement. Et Olivia Grégoire dit j'ai une bonne nouvelle pour toi, Olivier, mon cher Olivier. Le coq est en très bonne forme et il va falloir que tu apprennes à créer des liens avec lui parce que c'est un coq très bruyant qui parle beaucoup. Personne ne comprenait la blague, mais c'est tellement évident qu'Olivia Grégoire parle de celui qui lui succède, à mon avis. C'est un coq, tu sais ce que c'est un coq, et qui parle beaucoup, qui est très bruyant. Voilà, donc moi j'ai senti quand même tout ça c'était vraiment, on s'envoyait quand même de la glace pilée au visage, ou alors on pleurait à chaudes larmes. C'est un moment politique assez moche, et je vous le dis, quand même assez rare. J'en ai fait des passations depuis le temps, depuis 1997 à France Inter. Eh bien, je peux vous dire que j'ai rarement vu un moment politique aussi flottant, gazeux, on va dire, Philippe Bigère. Gazeux. Philippe. C'est gazeux. Oui, et j'ai tellement aimé Olivia Grégoire qui dit finalement on n'a même pas le temps de s'habituer à un poste qu'on a eu et on est obligé de changer tout de suite. C'est tout de même une critique explicite de la méthode du gouvernement et des choix présidentiels. Absolument. Mais est-ce que, Philippe, je peux poser une question à Jean-Christophe Gallienne? Ah non, mais Jean-Christophe Gallienne n'est plus là, Philippe Bigère. Posez-la à Jean Dorido, par exemple. Oui, mais alors ou à Françoise de Gois. Oui, mais alors je crains que Jean soit un peu long. Bah ça, je croyais que vous alliez dire un peu court, justement. Bon, mais c'est quoi votre histoire? Allez-y. Allez-y, on va essayer de répondre à trois. Ça doit être tellement intelligent. Parlez librement, Philippe Bilger. Je voulais demander, même en dehors d'Emmanuel Macron, pourquoi il y a une sorte de fatal délitement des seconds mandats. On aurait pu penser, dans un monde politique idéal, qu'au contraire, les présidents réélus rectifieraient les erreurs du premier mandat. Je vais répondre à ça. Et c'est inéluctable à chaque fois. C'est comme l'assouvissement. J'arrête là ma métaphore. Il y a une forme de fatigue, d'épuisement. Non, alors moi, il y a autre chose. Il y a une forme d'ego surdimensionné, c'est-à-dire que, en gros, le premier mandat, on a le sentiment qu'on s'est occupé de la cuisine et de l'intendance, et le second mandat, généralement, on veut le faire pour l'histoire. Ça a été le cas de François Mitterrand, qui a terminé son deuxième mandat dans le crépuscule des affaires et de la déculottée socialiste en 93. 57 députés y restaient. Enfin, et puis ça termine très mal. C'est crépusculaire la fin du mandat de Mitterrand. Jacques Chirac, c'est pareil. Le deuxième mandat, c'est pour l'histoire. C'est comme si, d'une certaine manière, écoutez, moi j'ai assez donné sur les questions domestiques, et c'est très frappant de voir que Emmanuel Macron, au questionnaire auquel il a répondu à Bruxelles au sommet de l'OTAN, il parle en ce qui concerne les questions domestiques quand on lui pose la question sur le remaniement. Vous avez bien noté cette phrase, les questions domestiques. Le premier mandat, on fait son travail, et puis au second, on estime qu'on a tellement bien travaillé que maintenant on joue pour l'histoire. Emmanuel Macron, il se rêve comment? Il se rêve un Bill Clinton entre Arafat et Rabin, et lui entre Zelensky et Poutine. C'est à ça qu'il rêve. Il ne l'obtiendra évidemment pas. Mais c'est évident qu'il y a une forme de condescendance et de mépris par rapport à la gestion domestique. Il n'est pas le seul. Il nous reste une petite minute avant de jouer. Quel est l'avis du psy, Jean Dorido? Soyez pas trop long. L'avis du psy, très modestement, c'est que c'est quand même très très difficile de comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, notamment ces personnes de pouvoir qui ont quand même des caractères tout à fait particuliers. Ce sont souvent des animaux dits à sang froid, très très peu d'affect. Voilà, on va pas se mentir. Voilà, ils sont quand même pas comme nous. Voilà. Et donc bon, c'est vrai que je reste un peu circonspect. On a eu des rois feignants. Je veux dire, c'est pas inhérent à la République et aux réélections. Il y a quand même on voit ça dans les entreprises aussi. Il y a parfois des dirigeants qui laissent une trace parce qu'ils sont hors normes, parce qu'ils sont absolument inouïs, sensationnels, exceptionnels, et j'ai le sentiment que tous sociopathes qu'ils sont peut-être, ces dirigeants, ces hommes politiques français, ils ne sont pas suffisamment exceptionnels pour être à la hauteur de leurs fonctions. Merci, ce sera le mot de la fin. Êtes-vous satisfait du nouveau gouvernement? Vous dites non à 96% sur le compte Twitter de Sud Radio. Bah oui, c'est étonnant. Incroyable. Allez, on joue.